Figurez-vous qu'un après-midi de 1882, nous étions allés nous promener ensemble, et une longue marche dans un froid très vif nous avait mis d'excellente humeur. Et voici qu'en rentrant peu après 5 heures dans notre appartement de Baker Street, Sherlock Holmes trouve une carte de visite glissée dans la jointure de la porte. Ah, il est venu. Qui donc? Lisez. Charles Auguste Milverton, Appledore Lowers, Londres, agent d'affaires. Qui est ce gentleman? Ce n'est pas un gentleman, c'est peut-être le plus ignoble des sujets britanniques. Ah oui? A-t-il écrit quelque chose au verso de sa carte? Oui. Oui, je viendrai à 5h30. C'est presque l'heure. Attendons-le. Il se dérange, donc je marque un point. Ah. C'est vous qui lui avez demandé de venir? Oui. Je vous préviens, à le voir, il est assez immonde. N'éprouvez-vous pas comme moi, Watson, quand vous visitez le zoo, une sorte de répulsion à observer les serpents avec leurs corps visqueux et leurs têtes aplaties? Oui, il me cause un horrible malaise. Eh bien, tel est Charles Auguste Milverton. Dans ma carrière, j'ai déjà eu affaire à une bonne 50aine d'assassins. Le pire de tous ne m'a jamais inspiré le dégoût que j'éprouve à regarder cet individu. Dans ces conditions, pourquoi souhaitez-vous le voir? Parce que c'est le prince des maîtres chanteurs. Et que je dois tout faire pour libérer une certaine personne des griffes de cet être doué d'une sorte de génie. Avec un bon sourire et une absence totale de sensibilité, il presse le citron jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Et il joue un artiste de l'anxiété et de la terreur de ses victimes. Personne ne lui a encore tiré une balle dans la peau? Ça pourrait venir. Mais les documents compromettants dont il se sert pour faire chanter les gens, comment se les procure-t-il? On sait qu'il les paie très cher et il y a toujours des domestiques et des femmes de chambre prêts à trahir leur maître pour de l'or. Il entretient même une équipe d'agents provocateurs, de beaux garçons très hommes du monde, qui savent gagner le cœur des jeunes filles et des épouses imprudentes. Il a des gens partout. Je me suis laissé dire un jour qu'il n'aurait pas versé moins de 700 livres à un chasseur d'hôtel pour acquérir un billet d'amour de 2 lignes dérobé dans une chambre. L'une des plus grandes familles du royaume ne s'en est pas relevée. Dans tout ce qui traîne sous les oreillers, dans les secrétaires ou les corbeilles à papier, finit chez Milverton. Croyez-moi, Watson, je conseille à toute personne pourvue d'une haute situation de ne rien avoir à se reprocher. Sinon, cette crapule abat immédiatement sa griffe. Immédiatement. Pas toujours. Milverton est bien trop riche et trop astucieux pour travailler la petite semaine. Savez-vous qu'il tient parfois une carte en réserve pendant des années? Il ne la jouera qu'à la minute précise où l'enjeu sera le plus gros. Enfin, il y a des tribunaux. En théorie. Mais en pratique, jamais. Alors, dites-moi, qui aurait intérêt à étaler ces petites turpitudes, parfois une seconde de faiblesse, à la publicité d'un procès, alors qu'il s'agit toujours d'une personnalité, une femme le plus souvent résignée à payer le silence n'importe quel prix? Écoutez, une voiture s'arrête devant la maison. Ouais. C'est lui. Dire que ce petit homme replet et rose a l'air d'un aimable bourgeois, avec sa plisse d'astracan et son éternel sourire. Mais ne manquez pas d'observer ses yeux gris derrière les lunettes d'or. Eux ne trompent pas. Quel âge a-t-il? La 50aine. Je vais ouvrir. Bonsoir, Monsieur Holmes. Vous ne pouvez vous imaginer la joie que j'ai eu de vous connaître. Je ne vous étonnerai pas, monsieur, en vous disant que ce n'est pas tout à fait réciproque. Aucune importance, Monsieur Holmes. J'ai l'habitude. Si vous voulez entrer. Pardon. Voici le docteur Watson, mon ami et associé. Monsieur, Docteur. Vous pouvez parler devant lui, c'est un autre moi-même. Mais cher Monsieur Holmes, je n'ai personnellement rien à vous dire. Vous avez manifesté le désir de me voir. Je vous écoute. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Milverton, je suis dûment mandaté par Lady Eva pour défendre ses intérêts auprès de vous. Vous êtes-elle autorisé à accepter mes conditions? Quelles sont-elles? 7000 livres. Sinon? Je suis navré d'avoir à le préciser, mais si l'argent n'est pas versé le 14, le mariage de cette jeune fille ne sera certainement pas célébré le 18. Vraiment? Je suis bien placé pour vous l'affirmer. Et moi, je vous conseille de ne pas trop compter sur cette affaire. J'ai vivement engagé ma cliente à tout dire à son futur mari et à compter sur sa générosité. On voit bien que vous ne connaissez pas le jeune comte de Dovercourt. Je le connais fort bien. Alors vous devriez savoir qu'il n'est pas homme à épouser une jeune fille dont la conduite n'a pas été
Irréprochable. Il n'y a pas grand mal dans les quelques lettres écrites à ce personnage obscur. Oh, grand mal, certainement. Vous et moi avons l'esprit large. Disons seulement qu'elles sont primes sautières, pleines d'une verve due certainement à l'imagination d'une jeune personne insatisfaite, beaucoup plus qu'au souvenir d'épanchements intimes et précis. Mais tout de même, si je faisais lire ces lettres au comte de Dovercourt, je suis certain qu'il n'apprécierait guère ce genre de badinage. Toutefois, si vous estimez que votre cliente a tout intérêt à ce que cette littérature soit communiquée à son fiancé, je comprends fort bien que vous ne veuillez pas dépenser une telle somme pour la récupérer, mais dans ce cas, permettez-moi de me retirer. Un moment, je vous prie. Il est évident que j'aimerais éviter à ces jeunes gens une explication délicate qui ne manquerait pas de jeter une ombre sur leur bonheur. Aussi, aimerais-je trouver avec vous un terrain d'entente. Vous m'en voyez ravi. Vous savez aussi bien que moi que Lady Eva n'a pas de fortune, ou si peu. La somme que vous réclamez est au-dessus de ses moyens. Rendez-moi les lettres contre 2000 livres, c'est le maximum qu'elle puisse faire. Personnellement, elle ne peut pas payer davantage. Je le sais fort bien. Par contre, à l'occasion de son mariage, n'est-ce pas là un moyen rêvé pour sa famille de lui prouver son affection ? Peut-être sont-ils embarrassés par le choix d'un beau cadeau à lui faire. Et j'ai tout lieu de croire qu'elle accueillerait le retour de ce petit paquet de lettres avec beaucoup plus de joie que tous les chandeliers et beurriers du monde. Il n'est pas question de mettre la famille au courant. Dommage, monsieur Holmes, dommage. Pourquoi les dames répugnent-elles tant à faire le petit effort qu'on leur demande? Elles ne se rendent pas compte. Tenez, par exemple, regardez cette enveloppe gravée aux armes d'une des plus grandes familles. Elle contient un petit billet qui a été écrit par la ravissante main de Lady... Ah non, il ne serait pas très gentil de dévoiler son nom avant demain matin. Car c'est demain matin que ce billet sera mis sous les yeux de son mari. À tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Monsieur, vous êtes une crapule. Mais aussi, pourquoi ne m'a-t-elle pas remis la misérable petite somme d'argent que je lui demandais et qu'elle pouvait se procurer en 1 heure, en troquant ses vrais diamants pour des faux? N'est-ce pas impardonnable? Ça a été le même cas pour la rupture de fiançailles entre Miss Miles et le colonel Dorking, alors que le chiffre ridicule de 1200 livres aurait tout arrangé. Je vous répète que Lady Eva n'a pas de fortune. Vous avez intérêt à accepter la somme que je vous offre plutôt qu'à briser la vie d'une femme, puisque cette ruine ne vous apporte rien. Erreur, monsieur Holmes, erreur. Même sans toucher un sou. Ce scandale me rapporte beaucoup. Pensez qu'actuellement, j'ai en train une demi-douzaine d'affaires semblables. Voilà qui rendrait tout de suite raisonnable ceux qui se font tirer un peu l'oreille. Vous ne croyez pas, hein? Je vous giflerai avec plaisir, monsieur. Vous n'êtes pas le premier. Tenez, voici un petit carnet. Watson, mettez-vous derrière ce bandit et empêchez-le de sortir. Voilà, il faut toujours essayer. Parfait. Maintenant, voyons un peu ce que contient ce carnet. N'approchez pas ou je tire. Docteur, allez vous placer à côté de monsieur Holmes. Je préfère une bonne porte derrière moi. Merci. Moi qui attendais de vous quelque chose d'original, monsieur Holmes. Ce petit jeu a été essayé 1000 fois, il n'en est jamais rien sorti de bon. Je vous jure que je suis prêt à tirer. Ceci dit, tenez, à la réflexion. Voici le carnet. Je vous en fais cadeau. Et voici l'enveloppe qui contient le billet de la toute volage DDX. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous voyez? Je suis beau joueur, hein? Adieu, messieurs. Curieux personnage. Holmes, regardez dans l'enveloppe, vite. Sacré nom. Il n'y a qu'un papier blanc. Mais les armes. Elles sont grossièrement dessinées à la plume et de pure fantaisie. Mais alors le carnet? Toutes les pages sont blanches. Ah, c'est bien fichu de nous. Je m'en doutais, remarquez. Mais il est toujours humiliant d'en acquérir la certitude. En tout cas, son truc est bon pour sortir de situations délicates. Mais tout cela n'est qu'une amusette. Maintenant, monsieur Milverton, à nous deux. Sherlock Holmes se laissa tomber dans un fauteuil près du feu. Il posa son menton sur ses genoux repliés, croisa les doigts sur ses maigres tibias, et, semblable à un N majuscule, il demeura immobile pendant 1 demi-heure, les yeux fixés sur les charbons qui se consumaient. Puis soudain, avec la promptitude d'un homme qui vient de prendre une décision, il se leva et disparut dans sa chambre à coucher.
10 minutes plus tard, il reparaissait vêtu comme un valet de chambre qui sera en ville, gilet rayé, petit paletot et chapeau rond. Et il avait le long des joues une paire de favoris si finement collés que leur nature postiche était indécelable. Mes respects, Dr. Watson. Je suis le majordome de Lord Nottingham. Et mon maître vous prie de venir le voir. Il a les oreillons. Excellent. On jurerait que vous avez servi toute votre vie. On est toujours le serviteur de quelqu'un. Là-dessus, mon cher, je vous dis bonsoir. Et il sortit. Je savais qu'il avait déclaré la guerre à Charles-Auguste Milverton, mais j'étais loin de me douter de la tournure qu'allaient prendre les événements. Pendant quelques jours, Holmes entra et sortit à des heures très différentes, mais toujours sous son déguisement. Enfin, un soir où la tempête faisait rage, il revint de sa dernière expédition et, après avoir arraché ses favoris, il s'assit devant le feu. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre, Watson. Ah, laquelle? Je suis fiancé. Vous? Me jugez-vous incapable de faire le bonheur d'une femme? Non, bien sûr. Je m'attendais si peu. Et que voulez-vous, mon cher? Il faut bien faire une fin. Et puis, vous savez, l'amour. Ah, bravo. Et peut-on savoir qui est l'heureux élu? Oui, c'est la femme de chambre de Milverton. Quoi? La femme de chambre de Milverton. Elle est ravissante, un peu idiote, mais je serai très heureux avec elle. Et dire que j'ai marché. Ah, pas longtemps. Savez-vous où je suis allé le premier soir où je suis sorti déguisé? Non. Me poster en face de l'entrée de service de l'hôtel particulier de M. Milverton. Et là, j'ai attendu. Quoi donc? La chance, Watson. Il est rare, en effet, que le destin ne vous tende pas une main secourable. Quelquefois, c'est seulement un petit doigt, le tout est de le saisir à temps. Or, après avoir fait le pied de grue pendant 20 minutes, je vois sortir de chez Milverton une boniche au visage rougeau qui portait un panier à provisions. Je la suis et je la vois entrer chez divers fournisseurs pour acheter de la viande, des légumes, du fromage. Chez l'épicier, il y avait beaucoup de monde. J'entre derrière elle, j'attends mon tour, et voyant qu'elle avait glissé son mouchoir dans son panier, je le lui chipe avec dextérité et je le fourre dans ma poche. J'achète un paquet de thé, et la fille venant de sortir, je la suis de loin, et tout à coup, je l'appelle. Mademoiselle! Mademoiselle! Monsieur? Vous venez de perdre votre mouchoir. Oh, merci, monsieur. Vous êtes bien bon. Mais ce panier est trop gros pour vos petites mains. Permettez-moi de vous le porter jusque chez vous. Oh, c'est pas la peine, j'ai l'habitude. Je me présente. Oscar Parker, majordome de Lord Nottingham. Je suis très honorée, monsieur Parker. Et jamais j'accepterais que vous portiez... Non, laissez donc. Je suis très heureux de pouvoir vous être agréable. Monsieur Parker... Vous voulez bien que je vous confie un secret? Un secret? Oui. Vous allez vous moquer de moi. Oh, me moquer de vous? Oh non, monsieur Parker, j'oserais pas. Eh ben, je vais tout vous avouer. Depuis le premier jour où je vous ai vu, la nuit, j'arrive plus à dormir. Pourquoi ça? Je ne fais que penser à vous. Oh, monsieur Parker. Oui. Et je voudrais vous poser une question. Non, si je suis indiscret, ne me répondez pas. Allez-y. Êtes-vous fiancé? J'aurais qu'à dire oui au garçon laitier. Il m'a demandé ma main. Ah. Oui, mais se marier, c'est grave. Faut réfléchir. Ah oui, comme vous avez raison, oui. Parce que moi, je suis tout seul. Puis j'ai une très belle situation. Alors, si vous vouliez... Mais on se connaît pas. Faisons plus ample connaissance. Tenez, demain c'est samedi. Voulez-vous qu'on sorte ensemble? Ah oui, je veux bien. Je vous emmène au café-concert, hein? Au Palmarium. Oh oui. Oh, j'y ai jamais été. Ah oui. Alors, je viendrai vous chercher à 8h moins le quart, hein? Et puis je vous attendrai sur le trottoir en face de chez vous. Ah ben ici, alors. Comment ça ici?
Ah, vous travaillez dans l'hôtel particulier qu'il a en face? Oui, chez Monsieur Milverton. Oui, je la connais pas, non. Vous savez, alors, ça, c'est que la vie est drôle. Pourquoi? Parce que j'ai servi dans cette maison-là. Chez Monsieur Milverton? Non, chez un de ses précédents locataires, Lord Sheffield. Oh, vous ne servez que chez des lords. Ah, mais noblesse oblige. Oh, ainsi vous évoluez dans des pièces où j'ai vécu moi-même. Oh, je pourrais mieux vous voir en pensée. Oh, ce que vous causez bien. Le bureau est toujours au premier étage? Ah non, celui de monsieur est au rez-de-chaussée, à côté de sa chambre. Ah, et la chambre n'est plus au premier? Ah non? Après tout, chacun s'arrange comme il veut, hein. Bon, alors à demain ici, à 8h15. Oui, monsieur Parker. Oh non, hein. Appelez-moi Oscar. J'oserais jamais. Moi, je vous appelle bien par votre petit nom. Ah, vous le connaissez pas. C'est vrai, au fait. Comment vous appelez-vous? Betsy. C'est adorable. Alors, en rêve, la nuit, je pourrais vous appeler Betsy? C'est merveilleux. Alors, à demain soir, Betsy. Oui. Vous me permettez de vous baiser la main? Oh oui. Oscar. Et samedi soir, mon cher, j'ai passé avec elle la soirée au Palmarium. Alors, Betsy, le spectacle vous a plu? Oh oui, Oscar, c'était bien. Vous n'avez pas été sage, on s'est très mal tenu. Ça vous apprendra à être si jolie. Me voilà rendu. On a marché trop vite. Oui. Faut se quitter. Hélas. Vous êtes libre demain après-midi? Oui. Je vous emmène faire du canot sur la Tamise, d'accord? Oscar, vous me gâtez. Tiens, chez vous, il y a une lumière au rez-de-chaussée. Monsieur Milverton est dans son bureau. Là? Ah non, cette fenêtre-là, c'est le salon. Non, son bureau, c'est la fenêtre à côté. Il doit être riche, votre patron. Oh oui, sûrement. Il doit avoir un bureau magnifique. Oui, avec des dorures partout. Même sur le coffre-fort? Oh, bien mieux. Mais on dirait pas que c'est un coffre-fort. Ça a l'air d'une commode en bois de rose, comme on appelle ça. Et puis le trou de la serrure, il est caché par une poignée en bronze qu'on glisse. Oh, ce que c'est bien fait, hein. Bravo, on ne prend jamais trop de précautions, hein. Bon, alors, je me sauve, hein. À demain, Betsy. À demain, mon Oscar. Voulez-vous finir? Jusqu'ici, je vous connaissais beaucoup de talent, Holmes, mais excusez-moi, je ne vous croyais pas capable de jouer si bien les Don Juan. Où voulez-vous en venir exactement? J'ai tiré de Betsy tous les renseignements dont j'avais besoin. Je connais maintenant avec la plus grande exactitude la topographie des lieux, ceux qui les occupent et les habitudes de la maison. Ça valait bien 8 jours de marivaudage, non? Watson, je suis prêt. Cette nuit, je cambriole Charles Auguste Milverton. Quoi? Mais vous êtes fou! Je lutte contre cet homme avec ses propres armes. Vous voulez lui voler les documents qu'il détient? Il n'y a pas d'autre moyen. Quel que soit le but poursuivi, on n'a pas le droit de s'introduire la nuit chez les gens. Vous connaissez la loi, c'est très grave. Peu m'importe. Et si vous êtes pris, vous êtes déshonoré. Cette expédition est moralement justifiable. Et s'il vous abat à coup de revolver? Ça fait partie des risques. Demain, c'est le 14, ne l'oubliez pas. Et si d'ici là, je n'ai pas repris les lettres, cette canaille tiendra parole et le scandale éclatera. Je n'ai donc que 2 solutions, ou abandonner une femme qui a besoin de moi, ou jouer cette dernière carte. Ouais, très juste. Et puis, dites-moi, Watson, ce duel entre Milverton et moi promet d'être passionnant, non? Oui, bien sûr. Alors, quand partons-nous? Vous? Mais vous restez ici. Il n'en est pas question. Sinon, vous n'irez pas non plus. Ça... Je vous jure que si vous m'empêchez d'être auprès de vous en cas de danger, je cours tout de suite au commissariat et je vous dénonce. Brave, Watson.
Allez, c'est bon, je vous emmène. Nous partageons le même appartement. Qui sait, nous partagerons peut-être la même cellule. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? L'attirail perfectionné du parfait cambrioleur. Une pince Monseigneur nickelée. Un diamant pour couper les vitres. Des clés adaptables. Bref, tout le progrès qu'exige la marche de la civilisation. Ah, là, ma lanterne sourde. Tout est en ordre. Tenez, Watson. Je viens d'acheter une paire de bas de soie noirs. L'un d'eux allait être inemployé, le voici, vous vous en servirez. Mais pourquoi faire? Une cagoule, comme celle que je vais me faire. Tenez, passez-moi les ciseaux là-bas. Voilà. Merci. Vous voyez, 2 trous à la place des yeux. Et le tour est joué. Vous n'avez qu'à en faire autant. Bon. Nous mangerons quelque chose avant de partir, car il vaut mieux avoir les nerfs solides. À 11h, nous irons en cab jusqu'à Church Row. De là, un quart d'heure de marche jusqu'à Appledorf Towers, et nous nous mettrons au travail un peu avant minuit. Betsy m'a dit que son maître a le sommeil si lourd qu'à l'office c'est un sujet inépuisable de plaisanterie. Parfait. Mais à quelle heure se couche-t-il? Tous les soirs à 10h30, sauf le samedi. Nous sommes jeudi, donc tout va bien. Mais dites-moi, le bureau, comment se présente-t-il? Il est au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier, et il y a 3 portes. Oui. L'une donne sur le hall, la seconde sur la chambre où Milverton sera en train de dormir, et la troisième sur une cour de service. Mais cette porte-là est toujours fermée par de lourdes serrures et une barre transversale. Nous ne pourrons donc entrer que par le hall. Oui. Et avec un peu de chance, nous serons de retour ici vers 2h du matin. Les lettres de Lady Eva dans ma poche. Nous nous étions mis en habit afin de ressembler à 2 gentlemen qui rentrent du théâtre. Un cab nous conduisit dans le quartier de Milverton, mais bien entendu, ce fut à pied que nous approchâmes de la propriété. La rue était déserte. Alors, sans hésiter, Sherlock Holmes sort de son par-dessus un trousseau de clés et en essaie plusieurs pour ouvrir la grande grille. Cette grille. Voilà. Watson. Watson, venez. Passez. Montons le perron. Bien. Maintenant, mettons les cagoules. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, attaquons-nous la serrure de la porte d'entrée. Chut! Écoutez. Non, c'est un chien dans une autre propriété. Voilà, la serrure a joué, tout va bien. Watson, entrez derrière moi. Passez. Là, vous voyez en face la porte de gauche. C'est la porte du bureau. Oui. Merveilleux. La porte n'est pas fermée à clé. C'est de la chance. Écoutez. Tout va bien. Entrons. Watson, refermez la porte. Encore du feu dans la cheminée. Et il éclaire suffisamment le bureau, c'est inespéré. Attention. La porte de la chambre est ouverte. Si Milverton se réveille. Allez fermer cette porte. Non, très doucement. Et vous y collerez votre oreille de temps en temps. Au moindre bruit, vous me faites signe. Entendu. Oh. Regardez. Quoi?
Quoi donc? Cette porte qui donne sur la petite cour de service. Elle n'est pas verrouillée. La barre de fer est enlevée. Formidable. En cas de danger, on file par là. Oui, je n'aime pas ça. D'habitude, cette porte est bouclée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous craignez quelque chose? Sait-on jamais. Allez fermer la porte de la chambre. Et ne vous en éloignez pas. Dans la chambre, Milverton devait dormir profondément, car aucun bruit ne m'inquiéta. Je fermai la porte doucement, et j'y collai mon oreille prête à la moindre alerte. De la cheminée, le feu éclairait suffisamment la pièce pour permettre à Sherlock Holmes de travailler. Près de la fenêtre, masquée par des rideaux de velours, il avait découvert la commode en bois de rose qui était en réalité un coffre-fort. Il avait fait glisser la poignée qui recouvrait l'entrée de la serrure, et après avoir déroulé son attirail de cambrioleur, il ressemblait maintenant à un chirurgien absorbé par une opération délicate. Pendant une demi-heure, je le vis poser un instrument et en reprendre un autre, les manipulant avec la douceur et la force d'un spécialiste virtuose. Soudain, j'entendis un déclic. La lourde porte venait de s'ouvrir. À l'intérieur du coffre, j'aperçus plusieurs paquets de lettres. Sherlock Holmes en sortit un, mais soudain, j'entendis du bruit dans le hall. En un clin d'œil, mon ami repoussa la porte d'acier, saisit sa trousse d'instruments et se cacha derrière les rideaux en me faisant signe de le rejoindre. Là, nous tendîmes encore l'oreille. On marchait dans le hall et l'on venait vers le bureau. C'était Milverton. Ainsi donc, il n'était pas couché. Il avait dû s'attarder dans le fumoir ou la salle de billard. Et maintenant, l'électricité allumée, il était assis dans le fauteuil de son bureau, un long cigare aux lèvres, examinant des papiers tout en crachant des ronds de fumée. Sherlock Holmes me serra doucement le poignet. Il dominait parfaitement la situation. Mais je n'étais pas sûr qu'il eût remarqué ce que je ne voyais que trop par la fente des rideaux. La porte du coffre-fort était mal refermée. Si Milverton allait s'en apercevoir. Je me tins prêt à sauter sur lui et à l'étouffer sous mon manteau pendant que mon ami s'occuperait du reste. Mais il ne levait pas les yeux, quittant seulement sa lecture de temps en temps pour regarder sa montre. Qu'attendait-il? On frappait à la porte qui donnait sur la petite cour de service. Vous avez près d'une demi-heure de retard. Entrez. Asseyez-vous. C'était une femme au visage voilé. Vous ne pouviez pas venir plus tôt? Non. Les lettres que vous m'apportez sont, je pense, des pièces de choix. Oui. Il y en a combien? 6. Écrites de la main de votre maîtresse? Oui. Je vous préviens, ne cherchez pas à me tromper. Je connais parfaitement l'écriture de la comtesse Alberti. Quel prix en voulez-vous? Crapule. Quoi? Pas un geste où je tire. Mais... Oh, les mains. Si c'est une plaisanterie... Regardez qui je suis. Vous? Oui, moi. Vous avez ruiné ma vie, mais maintenant,
Vous allez payer. Laissez ce revolver. Vous êtes folle. Laissez ce revolver. Vous avez peur. Vous voulez de l'argent? Quoi? Vous ne m'en demandez plus? Ce soir, c'est vous qui m'en offrez? Votre prix sera le mien. Trop tard. Vous avez fait porter à mon mari mes pauvres lettres. Et il en est mort. Qu'est-ce que vous dites? L'homme que je respectais le plus au monde est mort hier soir d'une crise cardiaque. C'est vous qui l'avez tué. Mais je n'ai pas voulu ça. Vous rappelez-vous? La nuit où, à travers cette porte, je suis venu vous supplier. Vous ne m'avez même pas ouvert. Vous avez ri d'un rire ignoble. Et le lendemain, vous m'exécutiez, pensant ne plus jamais entendre parler de moi. Mais cette nuit-là, Milverton, j'ai appris comment me retrouver face à face avec vous. Et me voici. C'est fini. Vous ne ruinerez plus d'autre vie comme vous avez ruiné la mienne. Vous ne ferez plus jamais de mal à personne. Elle est partie. On vient. Fermez la porte à clé qui donne sur le hall. Oui. Vite, vite. Ouais. Voilà. Je ferme aussi celle de la chambre. Maintenant, les paquets de lettres qui sont dans le coffre. Vite, aidez-moi à les jeter dans le feu. Oui, tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Ah, la belle flambée. Ils vont nous couper la sortie. Vite, essayons de sortir par la petite porte. La grille est ici à gauche. Oh, fermé. Le mur. Sautons par-dessus le mur. Ouais. Allez, hop. Allez, donnez-moi la main. Oh, mon pardessus est accroché. Là-bas, il s'escalade le mur. Sautez sur celui-là. Jacques, attrapez-lui le pied. Vite. Tiens, on attend, on attrape ça, tiens. Sauvé. Voilà, il n'y a plus qu'à sauter de l'autre côté. Hop. Maintenant, filons. Bonjour, Watson. Vous avez bien dormi? Un tantinet agité, et vous? Moi, admirablement. Je me réjouis d'annoncer à Lady Eva que cette nuit, j'ai fait du feu avec ses lettres. Un beau feu de joie. Oui. Et il y a en Grande-Bretagne bien des personnalités qui ne se doutent pas une seconde de ce qu'elles vous doivent. Oh. Dites-moi, mais dans tout cela, la pauvre petite Betsy, qu'allez-vous en faire? Elle épousera son garçon laitier. Après mûre réflexion, Watson, ce n'était pas une femme pour moi. Tiens, je vais ouvrir. Ah, inspecteur Brown. Bonjour, Dr. Watson. C'est l'inspecteur Brown de Scotland Yard. Ah, Brown, entrez donc. Quel bon vent vous amène? Bonjour, monsieur Holmes. Avez-vous beaucoup à faire en ce moment? De quoi s'agit-il? Vous ne pourriez pas nous donner un petit coup de main pour débrouiller une affaire assez sensationnelle qui a lieu cette nuit? Hein? Quoi donc? Un nommé Milverton a été assassiné. Hein? C'était un maître chanteur qui, vous le savez depuis longtemps, détenait des documents compromettants sur des hautes personnalités. Il a été tué à coups de revolver par deux individus qui ont fracturé le coffre et qui ont brûlé tous les papiers qu'il y avait dedans. Hein? Et vous avez le signalement de ces deux individus? L'un était, paraît-il, grand et maigre, Ouais. Hein? et l'autre de taille moyenne, costaud, large d'épaule. Il était moins agile que son complice. Jacques, un des domestiques, a pu lui attraper le pied. Mais le type s'est dégagé si violemment que le pauvre gars en a vu 36 chandelles. Mais dites donc, taille moyenne, costaud et large d'épaule, ça pourrait être le signalement de Watson, ça? Mais c'est vrai. Docteur, ça pourrait être votre signalement. Oui. Non, je suis navré, Brown, mais ce Milverton était une ignoble fripouille. Et puisque la loi est impuissante à punir certains crimes, parfois la vengeance privée a du bon. Vous ne trouvez pas? Mais, monsieur Holmes... Non, mon cher, non. Non, inutile d'insister. Je ne me mêlerai pas de cette affaire, car en l'occurrence, et exceptionnellement, ma sympathie ne va pas à la victime, mais au meurtrier. Brown s'en alla profondément déçu et toute la matinée je remarquai que Sherlock Holmes s'était préoccupé. J'avais l'impression qu'il était à la recherche d'un souvenir qui lui échappait.
Il feuilletait une pile de magazines illustrés soigneusement, page par page. Soudain, il se dressa. « Ah, je savais bien. La voilà. » Qui? La dame de cette nuit. Et je vis, sur la couverture du magazine, le portrait d'une femme merveilleuse en robe de cour, coiffée d'un haut diadème. Oui, c'était bien la dame de cette nuit. Je retrouvais dans le visage le nez délicatement busqué, les fins sourcils, la bouche d'un dessin très pur, au-dessus d'un menton volontaire, tant de beauté entrevue si vite au cours de cette nuit tragique. Et je crus perdre le souffle en lisant le nom et le titre de cette femme qui avait tué. Alors Sherlock Holmes posa un doigt sur ses lèvres. Il reprit le magazine, l'enfouit au milieu des autres, et il alluma sa pipe.